Merci de nous rejoindre pour passer en revue l'actualité à travers votre émission bi-hebdomadaire Le Rendez-vous. Madame, Messieurs, bonsoir. Pour ces numéros, nous avons le plaisir de recevoir l'habitué de cette émission. C'est Monsieur Raphaël Bolikango, qui est secrétaire général du Parti de l'Unité nationale Bouna et secrétaire permanent de Forces politiques et sociales alliées à l'UDPS FPAU. Avec lui, nous allons passer en revue l'actualité pendant les 45 minutes imparties à cette émission, Le Rendez-vous. Monsieur Raphaël, bonsoir. Bonsoir, Maman Adèle, et à tous les amis d'Antenne A. Et vraiment, je vous remercie pour m'inviter à chaque moment à votre émission, Le Rendez-vous. Voilà, nous allons commencer par cette nouvelle triste survenue le samedi 14 octobre 2023 dans la province de l'Équateur. Le fleuve Congo a encore fait pleurer. Il y a eu naufrage, il y a eu beaucoup de corps disparus, des dégâts matériels importants, ainsi de suite. Vous réagissez comment, sachant que vous êtes entre autres ressortissants de ce coin de la République démocratique du Congo? Je suis écœuré par cette énième situation macabre dans le Grand Équateur. Dernièrement, c'était l'affaissement des terres au niveau de l'Issala, et cette fois-ci, c'est encore le naufrage. Maman Adèle, nous ne cesserons de marteler sur le problème du contrôle de l'aviation le long du fleuve. C'est vraiment triste parce que au niveau du contrôle du commissaire fluvial, il y a toujours des dérapages, il y a toujours des décisions fantaisistes. Selon certaines indiscrétions, cela est dû à la navigation nocturne. Si c'est vrai, est-ce qu'il y a moyen de mettre fin à la navigation nocturne? Madame, je vous dirais que en son temps, l'excellence ministre des Transports et Communications avait arrêté une décision qu'il n'y ait plus de navigation nocturne. Vous savez qu'il y a eu même au niveau de Bumba, il y a un an, il y a eu une délégation du gouvernement conduite par le VPM Liaou, le ministre des Actions humanitaires et le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumouana. C'était toujours les cas de navigation fluviale. Qui ne respectent pas les conditions en vigueur. La navigation nocturne, je martèle là-dessus. Évidemment, maman. Dans le cas présent ici, la baleinière MB Mapamboli, que je connais bien, parce que j'ai eu à naviguer le long de Mbandaka jusqu'à Bolumba. D'ailleurs, c'est vraiment c'est pitoyable, parce que je vous dis, cette baleinière-là aide vraiment les gens qui quittent Mbandaka vers Bolumba sur la rivière Ikelemba. J'ai eu à croiser cette baleinière-là à 2-4 reprises. C'est triste parce que vous dites que le go de la navigation était à 21h45. Mais dis donc, à 21h45, c'est déjà hors la loi. Qui a autorisé cette fluidité de cette embarcation la nuit comme ça? Et en plus, madame, cette embarcation contenait des marchandises, notamment des sacs de ciment et des barres de fer. Ces embarcations n'ont pas respecté les tonnages. Mais c'est le surcharge. C'est le surcharge. Parce que déjà, lorsque je vois, ce sont des embarcations en bois, je vous assure, les baleinières là. D'abord là, au niveau de leur coffre là, ils ont mis des sacs de ciment et des tas de barres de fer. Ce qui fait déjà, c'est déjà un poids dans la cale. Et au-dessus, il y a eu plus de 300, je connais comment ils vont souvent, plus de 300 personnes. Donc, et que l'embarcation n'a pas pu amorcer sa vitesse au port de Bankita, et ça chavirait à quelques 2-3 mètres de Bankita. Et ce port-là de Bankita, c'est un port que je redoute que ça doit avoir des embuscades en dessous. Et comme il y avait surcharge, et que lorsque ça a voulu décoller, et qu'il y a eu des cassures, parce que c'est à partir d'en bas. C'est un naufrage qui vient de s'ajouter. Je vois en cela la part de responsabilité des autorités urbaines. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier?
Vraiment, je La pense vie est que... sacrée quand même de personnes qui périssent comme ça et ça se répète, c'est fréquent, c'est pas intéressant. Je pense qu'il ne faut pas dire qu'il faut que un député propose une loi restrictive là-dessus, mais sinon, alors il faudra des condamnations pénales. Parce que je pense qu'il y a deux personnes en présence. Il y a le commissaire fluvial qui donne le go pour que l'embarcation quitte le port, et il y a aussi le propriétaire de l'embarcation qui doit tenir compte de son tonnage. Et là, c'est vraiment monstrueux. Et je rends hommage à tous mes frères de Mbandaka et surtout de Boulomba, de Dianga. Vraiment, c'est triste. On est en train toujours de compter le nombre de morts et aussi beaucoup de membres de famille qui ne connaissent pas encore que leurs membres de famille avaient pris bord de cette embarcation-là. Au niveau du gouvernement central, au niveau du gouvernement provincial, je pense que le ministre national des Transports et Communications doit interpeller tous les commissaires fluviaux et arrêter des sanctions positives, restrictives au cas des récidives encore. Parce que la vie est sacrée, comme vous voulez le dire. Voilà. Et en ce moment où nous allons préparer même des élections, on a besoin de nos électeurs. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes de cœur avec la famille des illustres disparus. Nous allons évoluer. Le lundi 16 août 2023 a été marqué par la rentrée judiciaire de la Cour de cassation 2023-2024. Comment est-ce que cette Cour doit fonctionner? S'il y a à revoir, à rectifier, quoi par exemple? Oui, madame, c'est comme tous les mois d'octobre, c'est le mois de la rentrée judiciaire. Dernièrement, le chef de l'État avait réformé le personnel de l'administration de la justice au niveau des cours. Je pense qu'ils sont encore dans leur début. Il y a aussi un lot des magistrats qui sont en formation. Je pense que les ministères publics et les juges doivent être en harmonie avec leur art qui suscite d'abord ils ont leur inamovibilité mais aussi l'indépendance. Malgré tout, il faudra qu'ils donnent à la population une justice justiciable pour la bonne marche de l'administration de la justice et pour que le peuple se retrouve. Et il faut l'égalité des chances au niveau de la justice et surtout au niveau de la Cour de cassation. C'est vraiment c'est là où toutes les affaires des cours d'appel, des tribunaux de grande instance, ce sont les derniers degrés au niveau de la Cour de cassation. Il faut combattre à tout prix la discrimination, la corruption, ainsi de suite. Vous avez tantôt parlé de la réforme judiciaire. Oui, cette réforme a eu lieu. Mais est-ce que déjà on peut commencer à parler de fruits de cette réforme? Bon, moi je dirais qu'il y a quand même une amélioration. Il y a une amélioration au niveau du rendu de justice. Il y a un équilibre. Et je pense que comme le chef de l'État martèle là-dessus, et les nouveaux administrateurs de la justice, je pense qu'ils vont mettre leurs valeurs humaines en marge pour ne pas être en désharmonie avec la population et surtout que la loi en République démocratique du Congo, ça se dit au nom du chef de l'État et il faudra qu'il y veille là-dessus. Et pour ces personnes qui sont obligées à subir la rigueur de la loi, procès Matata Pogno, ainsi de suite, comment vous appréciez les qualités des procès enregistrés ces derniers temps? Bon, sous le régime Tshisekedi. Bon, comme c'est un problème d'indépendance de la justice, nous ne pouvons pas forcer les juges dans leurs décisions, mais je remarque qu'il y a beaucoup de rebondissements sur certains dossiers. Je ne sais pas, surtout les dossiers de Matata Pogno, il y a beaucoup de rebondissements, mais je pense que avec la rentrée judiciaire ici, avec les conseils du chef de l'État et le discours du président de la Cour de cassation, je pense que ça va s'améliorer et que le peuple congolais pourra ainsi dire qu'il y a quand même un changement, il y a quand même une amélioration au niveau du rendu
de la justice. Quelles devraient être les priorités? Je sais que le président de la Cour de cassation en a parlé. Il a parlé de ça en long et à large, un discours convaincant. Mais selon M. Raphaël Boulikango, quelles devraient être les priorités? Moi, je dis, comme vous avez dans les dispositifs du rendu de justice, il y a toujours deux aspects. Il y a l'aspect des faits et l'aspect en droit. Moi, je pense que il faudrait que les juges s'attellent plus en droit qu'en fait. Parce que lorsque on applique le droit strict, en harmonie, en cohérence avec les articles du code pénal, du code de procédure civile, des différents codes subsidiaires, je pense que tout le monde serait d'accord. Mais il faut que, bon, pour certains cas, il faudra annihiler les décisions d'à peu près. Il faut être vraiment dans le droit strict. C'est ce que je conseillerais. Vous savez, la justice, c'est une matière abondante. Je ne veux pas vraiment, mais nous, je ne veux pas vraiment m'y étaler, mais seulement, je demande aux juges de respecter leur toge et de rendre la justice comme elle est constituée. Voilà, Nord Kivu, là déjà vous comprenez, nous parlons de la sécurité en République démocratique du Congo avec l'arrivée des Wazalendo qui prêtent main forte au FARDC. Selon la réaction de M23, ils arrivent quand même à admettre la perte de plusieurs positions depuis que ces troupes évoluent ou prêtent main forte au FARDC. Comment vous réagissez par rapport à ces exploits, ces efforts salués, leurs performances? Maman Adèle, bon, je ne sais pas, lorsque vous dites que les Wazalés nous prêtent main forte au FARDC, je ne sais pas si c'est réellement le cas. Bon, moi, je vois que les Wazalendu, c'est un assemblage des groupes, qu'on peut dire des groupes armés, parce qu'ils sont munis des armes et munitions, mais ce sont des Congolais épris de paix. Je pense que je peux revenir à ce que disait autrefois. Mais les M23 accusent l'armée burundaise et les FARDC d'appuyer les Wazalendo. Mais, Maman Adèle, les M23, qui sont derrière eux, ce sont les Rwandais. Et la plupart, ce sont des rebelles soutenus par le Rwanda. Par le Rwanda. Mais est-ce qu'il n'y a pas la légalité? Parce que ce n'est pas un territoire de Rwanda. C'est le territoire de la RDC. Mais je ne veux pas confirmer ici que les Wazalais nous prêtent main forte au FARDC ou vice-versa. Mais moi, je dirais que les Wazalais... Et là, ils travaillent comment? Les Wazalais... Quel est le terme approprié? Ils travaillent comment? Bon, moi, je dirais, Madame Adèle, excusez-moi, je peux revenir à ce que Mouzé Laurent Désiré Kabila disait. Le comité de pouvoir populaire, voilà, ce sont des forces populaires. Okay. Hein? Mouzé Kabila disait, prenez-vous en charge. C'est ça. C'était toujours avec les amis, les voisins rwandais ici. Laurent Désiré Kabila avait soufflé aux Congolais, prenez-vous en charge, composez des comités de pouvoir populaire. Donc là, moi je prends les Wazalendo, c'est comme une force populaire qui défend la terre, parce que leur objectif est d'empêcher les munitions qu'ils utilisent, le Rwandais d'occuper la terre congolaise. C'est ça l'objectif des Wazalendo. Tant mieux si les FARDC, je pense qu'ils sont dans leur remontada, malgré tout, mais vous savez qu'il y a le cessez-le-feu aussi. Les munitions qu'ils utilisent, ça provient d'où? Là, je n'ai pas de précision, mais je vous dis qu'ils viennent de différentes tribus, de différents groupes, différentes même provinces. Donc, pour moi, je dis c'est une force populaire qui défend la terre vis-à-vis de l'occupation rwandaise. Mais seulement, je ne sais pas, à la longue, parce que le FARDC, jusque-là, il y a le cessez-le-feu qui est de mise, mais eux sont en train d'actionner. Mais je pense d'ici là, il y aura une solution, comme le VPM Jean-Pierre Bemba revenait de là, et qu'il y a aussi le Conseil de sécurité qui est là. Mais on ne peut pas menacer les Wazalendo, parce que les Wazalendo, ce sont des Congolais qui veulent récupérer leur terre et restaurer l'identité congolaise par rapport à sa superficie. On ne peut pas repousser les Wazalendo. Les repousser vers où? Vers la frontière ou bien au-dedans de la RDC. Non. Et à quand la récupération de Bunagana? Ça, c'est un problème de stratégie militaire. Je pense que le chef de l'État dernièrement
aux États-Unis. Il a martelé là-dessus. Ce sont des stratégies qu'ils ont arrêtées au niveau de la haute hiérarchie militaire. Mais je sais qu'ils vont toujours revenir en selle. Voilà, merci. Ce sont des efforts à saluer. Les Ouazalendo sont là. Maintenant, on parle d'eux. Des réactions fusent de partout par rapport à leurs efforts. Ce sont les forces populaires, madame. Oui, mais qu'il n'y ait pas de recul, que leurs efforts ne s'arrêtent pas à mi-chemin. C'est ça les désirs ardents de plus d'un Congolais. Mais en fin de compte, il faudra que l'armée légale occupe le terrain. Mais je ne sais pas, je ne pense pas que les Ouazalendo, comme ils sont des Congolais, au moment opportun, je pense que c'est la République démocratique du Congo, c'est les forces armées de la République démocratique du Congo qui vont bénéficier de cette lutte, de ces forces populaires. Mais par rapport à leur performance, les AC, les forces régionales, ils ont avalé leur langue, ils ne s'expriment pas, la communauté internationale également. C'est très délicat, c'est encore tôt de parler de ces troupes ou comment? Ce sont des combats qui vacillent de ci par là. Donc, c'est un méli-mélo. Dernièrement, nous avons souligné ici, il y a excès de forces étrangères. Il y a la MONUSCO, il y a l'EAC. Nous-mêmes, les FARDC, nous sommes là. Je pense qu'il y a atomisation des forces d'intervention étrangère et leur cahier de charge doit être recadré. Parce que on ne sait pas vraiment ce que fait EAC, ce que fait la MONUSCO, qui sont en train de se retirer petit à petit. Mais je ne sais pas comment les mécanismes de retrait, comment ça s'effectue. Je n'ai pas vu le document en question, mais je pense que c'est un problème compliqué, le problème de Mamadel, le problème de Kivu. Ça a commencé depuis Mobutu. Et dernièrement, j'ai entendu que l'ONU dit que les États disent que la solution ne peut être qu'une solution politique et non militaire. Mais nous disons, nous l'avons dit précédemment, que tous les moyens sont en marche. La solution politique, la situation militaire et la situation diplomatique, tout est en marche. C'est une guerre un peu compliquée, mais en fin de compte, la RDC retrouvera sa superficie. On va extirper ces mercenaires-là et je pense que ça va revenir à l'ordre. Voilà. Surtout pendant le deuxième mandat de Félix. Merci pour cet éclairage. Je pense que ça ira dans le bon. Monsieur Raphaël Bolikango, secrétaire général du Parti de l'Unité nationale Puna, le général Brice Oligui Nguema, président des transitions du Gabon, a séjourné à Kinshasa, où il a rencontré son homologue congolais, Félix Tshisekedi, une visite qui s'inscrit dans la poursuite des consultations avec ce père dans la sous-région. Sa présence en République démocratique du Congo vous a inspiré quoi? Bon, pour moi, ça ne m'a pas étonné. Vous savez, d'abord, la République du Gabon est un pays voisin, disons-le, à peu près, en RDC. Malgré c'est un peu, il y a le Congo-Brazzaville, mais et que c'est la région de l'Afrique centrale, et que c'est une nouvelle structure, une nouvelle institution qui est au Gabon, qui est dirigée par le général Fabrice, mais il a fallu aussi qu'il contacte ses aînés, ses pairs de l'Afrique centrale pour exposer leurs objectifs, leurs mécanismes et comment ils entendent redonner la voie démocratique, les élections démocratiques au Gabon. Il est venu en consultation, il est venu consulter. Vous savez que le président Félix a été président de l'Union africaine et il est chargé de résoudre beaucoup de contentieux au niveau d'Afrique. Nous avons le Tchad et pour moi c'était bienvenu et que je pense que le président Félix doit prodiguer certains conseils et il va être aussi son interprète auprès de ses pairs de l'Afrique pour aider le Gabon à revenir à une situation de démocratie élective. C'est ça, parce qu'on parle déjà de la réintégration du Gabon dans la CAC.
Oui, mais parce que vous savez que on ne cautionne pas les coups d'État militaires en Afrique, et surtout dans ces ensembles sous-régionaux. C'était un État d'exception, mais maintenant, ils veulent rentrer dans le concert des nations de l'Afrique centrale, et ils devraient prendre langue, évidemment, je vous ai dit, avec, je sous-entends ce que le président Félix leur a conseillé, d'essayer de pousser leur agenda à court terme pour qu'il y ait des élections démocratiques et que le pouvoir civil revient au Gabon. Voilà, parce qu'on parle du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a échangé la semaine passée avec son homologue gabonais. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a été décoré docteur honoris causa à l'université de Kinshasa, UNIKIN-ST, le 12 octobre passé, c'est un jeudi. Par rapport à ces titres honorifiques, vous réagissez comment? Bon, là, c'est au niveau de la science, hein. Parce que des réactions aussi fusent de partout par rapport à ces titres honorifiques du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il n'est pas le premier, il n'est pas le premier à avoir ce titre de docteur honoris causa. Ses prédécesseurs en ont eu aussi en leur temps. Mais il faudra comprendre que dans les cas d'espèce, les éminentes personnalités académiques et scientifiques ont décerné au chef de l'État cette honorification. Il va de soi, je pense. C'est lié à ces actions qui sont saluées, comment? J'ai suivi, c'est soutenu par ses prouesses économiques, notamment la gratuité de l'enseignement, de la maternité et des soins des nouveau-nés. Et puis, en dehors de ça, il y a aussi le recadrage diplomatique que le chef de l'État a entamé auprès des organisations et des institutions internationales, normalement en dotant le Rwanda comme agresseur de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas eu que ça. Il y a aussi la réhabilitation de la RDC au niveau, sur le plan international. Nous avons eu dernièrement ici, nous avons organisé la francophonie. Donc c'est déjà une réhabilitation de la RDC au niveau national. Il y a aussi des constructions, des réhabilitations, des routes, il y a des constructions de certains centres de santé. Bon, je pense c'est un encouragement. Pour moi, c'est un encouragement que les éminentes personnalités académiques et scientifiques ont décerné au chef de l'État. Je trouve qu'il n'y a pas à redire. Il va de soi. Voilà, processus électoral, nous en parlons dans cette émission avec notre invité qui est le secrétaire général du Parti de l'Unité nationale PUNA, dont l'autorité morale est l'honorable Élisée Bokoumouana, qui est à la tête aussi de forces politiques et allié à l'UDPS. Voilà, processus électoral, 24 candidatures réceptionnées par la centrale électorale pour la magistrature suprême, et nous savons que incessamment la CENI va se prononcer là-dessus pour nous dire combien de candidatures, de candidats on a retenu leur candidature. 24, c'est beaucoup. Oui, 24 candidats pour qu'il y ait un seul chef de l'État. 23 ne seront pas retenus, n'auront pas la première place. Mais je dis, maman, pour moi, c'est un bon signe, c'est un signe de liberté, parce que 24 candidats, c'est... Donc il y a la liberté, pour moi, j'appuie que vraiment, il y a la démocratisation, qui prend vraiment son élan en République démocratique du Congo. Mais, pour tout dire, moi, en tant que... 24 candidats, c'est provisoire, parce qu'il y aura une liste définitive. Prenons-en comme ça. La Cour constitutionnelle va décider sur quelques-uns, mais je pense qu'on n'aura pas moins de 10. Sur 23, peut-être on aura 15, on n'aura pas moins de 15, 10, 15. Mais déjà, c'est beaucoup. Je pense au niveau de la communauté internationale, ils voient qu'il y a une liberté. Ce n'est plus à l'époque où il y a un candidat unique. Et voilà. Mais je dirais que je les encourage tous, mais en tant que
en tant que membre des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, je vous dis que nous, notre candidat commun, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui sera reconduit, c'est lui qui aura son deuxième mandat et il va gagner à la majorité absolue, qu'importe les circonstances. Parce que nous sommes convaincus que la démarche de l'Union sacrée est très bonne. Selon les informations à notre disposition, il semblerait que la CENI ait buté à un sérieux problème de matériel, à tel point qu'elle va recourir aux kits utilisés pour les cycles passés en vue de servir, d'utiliser pour les cycles actuels. Vous pensez que ça va aller? Ça ne sera pas des élections véritablement biaisées? Ça ne sera pas des élections que tout le monde va décrier? Maman Adèle, vous savez, il y a toujours... Le pire de l'histoire de la République démocratique du Congo? Madame, je ne suis pas sûr de ces allégations-là. Il y a toujours ce qu'on dit en langue patois, bah, dongolomiso. Donc je vous dis, ce sont les dongolomiso. Donc, ils vont s'en prendre à eux-mêmes. Et surtout ceux qui ont renoncé à concourir aux élections, ils s'en prendront à eux-mêmes. Mais je vous dis que le problème des dispositifs électoraux, les dispositifs électroniques de vote, je pense qu'il n'y aura pas assez de problème parce que il y a la commande Mirou System et avec 23 000 machines qui sont là, qu'on va ajouter. C'est pas aux machines qui étaient restées là, aux dernières élections. Ce sont des machines et amortissement de ces matériels quand même. Non, on va les reconditionner. Maman, on va les reconditionner. Maman, on va les reconditionner. Donc, les 23 000 machines qui sont commandées à Mirou System, qui sont déjà en voie d'arriver, je pense. Et il y a eu certaines machines qui sont reconditionnées. On ne peut pas jeter d'autres machines. Tout ça, c'est toujours pour essayer de faire mieux. 5 ans passés, on les a gardés dans les entrepôts respectifs de la CENI. Vous pensez que ces matériels demeurent en bon état? Les techniciens nous en diront, mais je vous dis que je ne pense pas. Je pense que sur 50 à 60% des machines seront récupérées. Parce que le fait de les garder dans un entrepôt n'est pas synonyme de les abuser. Moi, je suis sûr que, vous savez, on doute toujours. Il y a eu le problème d'enrôlement, Maman Adèle. Il y a eu le problème d'enrôlement, mais tous les R d'enrôlement sont passés et nous avons eu, au-delà d'enrôler, au-delà de ce qui a été la fois dernière, au-delà des 42 millions. Et voilà, aujourd'hui, on cherche toujours la bête noire. Les déploiements de ces matériels qui devraient utiliser la CENI traînent le pied. Maman, la République, le gouvernement de la République va mettre son intelligence pour qu'on achemine toutes les machines et tout ce qui a trait aux élections dans les secrétariats, auprès des secrétaires exécutifs provinciaux, qui va aller les déployer au niveau des centres de vote. Donc je vous dis, maman, pour moi je dis, ce sont toujours des encouragements que les amis d'à côté sont en train de dire. Mais je vous dis qu'on avance toujours pas à pas. Non, mais quelque part, ils n'ont pas raison totalement, mais il y a quand même une partie des raisons dans ce qu'ils évoquent, ils avancent. Parce que si on prend l'exemple des cartes d'électeurs, en tout cas, tout est effacé. Moi, j'ai ma carte d'électeur où c'est à peine que vous allez reconnaître que c'est moi et mon nom. Et avoir les duplicata, c'est pas aussi facile du tout. Maman Adèle, je pense que, Maman Adèle, vous avez raison à ce que vous dites là, et que les autorités de la CENI sont à l'écoute de la population là-dessus. Mais je pense qu'en ce qui concerne les duplicata, les dispositions sont prises. Et je pense que le fait que les électeurs vont voter dans les centres de vote où ils étaient enrôlés, je pense que ça ne posera pas de problème parce qu'il y aura moyen de faire les duplicata au moment opportun, au mois d'octobre, novembre, on pourra faire les duplicata toujours. Et les noms, même quand vous dites que peut-être il y a invisibilité, ou un degré de visibilité moindre par rapport à certaines cartes,
Mais votre nom, on sait que c'est Maman Bissosa Adèle. Quand vous dites Bissosa Adèle, votre nom va sortir directement et on va vous donner la carte. Donc, ce n'est pas une raison de dire que ça serait difficile d'avoir un duplicata, mais rien que par votre nom, la machine va vous déceler et on va vous donner votre carte. Mais soyons confiants, je vous dis que tout va s'arranger. Les opérateurs qui composent les bureaux de vote, souvent, ils posaient problème, ils ne sont pas qualifiés, raison pour laquelle il y a des retards pour voter, des retards pour avoir la carte d'électeur et consort. Tout ça, là, la CENI doit revoir ça. Et avec le temps qui nous reste, vous donnez quel message à la CENI pour remédier à toutes ces failles? Maman Adèle, vous vous souviendrez pendant l'ère des enrôlements, nous avons posé ce problème-là par l'incompétence ou bien l'inexpérience des opérateurs de saisie. Mais dans un temps record, je pense que la CENI a réparé là-dessus. Il y a eu des informaticiens, des opérateurs de saisie qui sont venus renforcer la capacité de ces agents-là. Je pense que de ce côté-là, ça ne posera pas assez de problèmes parce qu'ils sont maintenant rodés. Même quand vous dites de la composition des centres de vote. Lanternes, carence de machines, il y a de ces bureaux de vote où il n'y avait qu'une seule machine. Vous voyez, ce n'était pas intéressant. Oui, je pense que la CENI va en tenir compte pour que les élections soient transparentes et bien à la faveur de toute la population. Mais je dirais que quand vous parlez des compositions des opérateurs de bureaux de vote ou bien de centres de vote, je pense qu'ils sont rodés. Il y a eu des séminaires dernièrement. Il y a eu des agents de la CENI qui ont fait des descentes au niveau des provinces, au niveau des territoires, des birtici, pour essayer de renforcer la capacité. Et je pense que la plupart des présidents des centres de vote, ce sont des gens qui ont étudié. La plupart, je vois, ce sont des préfets, des écoles, des gens épris de valeurs. Je pense que ce n'est pas une première, c'est la quatrième, cinquième élection qu'on fait en République démocratique du Congo. Mais il n'y a pas vraiment du parfait à 100%, madame. Même toutes les élections qui se font, même au monde, même aux États-Unis, même en France, il n'y a pas des élections parfaites qui réussissent à 100%. Mais je sais que le pari du 20 décembre sera gagné par la CENI et par l'effort du gouvernement central. Voilà, une réalité que l'opposition a semblé déplorer, c'est lors du dépôt de la candidature du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Il s'est fait accompagner par le membre du gouvernement, ainsi de suite. Ça n'a pas chanté plus d'un opposant. Et quelques jours après, il y a le speaker de la Chambre basse du Parlement qui a haussé le ton pour déplorer certaines réalités. Il a dit ceci aux détracteurs du chef de l'État Félix Tshisekedi: vous n'avez aucune leçon pour le peuple et aucun modèle institutionnel à offrir. Ça vous inspire quoi? Je n'ai pas vraiment de commentaires à faire. Le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, a parlé libre de ses expressions, de ses engagements, mais il n'est pas loin de là. Il n'est pas dans du mensonge aussi. Il n'est pas dans du mensonge parce que il faut dire que dans les temps précédents, ça sent pas le fanatisme. Bon, maman, la majorité parlementaire et l'union sacrée. Bon, moi je prends pas en compte ça d'une manière vraiment stricte. Mais je dis que, comme vous dites, c'est un plaidoyer, moi je pense ça comme un plaidoyer, c'est une mise en garde aussi pour les fossoyeurs, tous ceux qui veulent s'aimer la zizanie, ceux qui veulent que les élections ne se fassent pas à la date que prévue, mais je pense que c'était une mise en garde en tant que président de l'Assemblée nationale. Donc je ne tiens pas rigueur, mais aussi il est libre dans ses expressions. Je ne fais pas assez de commentaires là-dessus.
Voilà, l'actualité, c'est aussi ce qui se passe à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Là aussi, en tout cas, il y a des différends. La plénière a rejeté la motion contre le gouverneur Jean-Tini Ngobila, faute de fonds et de formes. Là aussi, c'est un problème. L'Assemblée provinciale de cette législature, pour moi, je dis que ça n'a pas vraiment bien fait son travail. Dans ce sens, il y a toujours des entrechocs entre l'exécutif et le législatif. Vous savez, lorsque il n'y a pas l'harmonie entre l'exécutif et le législatif, c'est que la population est martyrisée. Mais aujourd'hui, là, j'entends encore que c'est toujours les mêmes membres de l'Assemblée provinciale qui vont faire déchoir encore le président et le rapporteur de l'Assemblée provinciale. Voilà, encore Godin Poy. Je sais que la fois passée, il était parti en recours. Et cette fois-ci, voyons voir, ils sont libres. C'est la loi de la majorité, maman Adèle. C'est ça la démocratie que nous avons voulu, la démocratie majoritaire. Voilà. Merci, vous êtes secrétaire général d'un parti politique qui existe depuis 1965. 60. Le Puna existe depuis 60. Depuis 1960, voilà. Comment se porte cette structure politique? Oui, le parti de l'unité nationale Puna, dont l'autorité morale est son Excellence Élisée Bokoumouana, nous faisons partie intégrante des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, qui est la cheville ouvrière de l'UDPS, parce que vous voyez bien le déterminatif, c'est forces politiques alliées à l'UDPS Tshisekedi. Nous nous préparons très bien, nous avons eu la formation des formateurs, des témoins, et bientôt ils seront déployés à travers toute la République pour coordonner d'autres formateurs afin que nous ayons des témoins dans tous les centres de vote, parce que nous devons veiller aux voix de notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est notre candidat. Nous devons veiller aux voix des candidats des FPAU, et députés nationaux, tant nationaux que provinciaux des FPAU, et surtout pour nous-mêmes, le Parti d'unité nationale Puna, et aussi les conseils communaux. Donc, nous sommes à un mois de la campagne. Nous nous attelons pour recruter les témoins et pour qu'ils soient accrédités. Raphaël Bolikango, candidat député national ou provincial? Raphaël Bolikango, je suis candidat député provincial à la Mongala, dans mon Lissala territoire. Voilà. Je suis là toujours, je veux revenir. Et cette fois-ci, nous comptons entrer dans l'hémicycle de la ville de Lissala pour que nous apportons notre pierre d'édifice à l'édifice de la province de la Mongala d'abord et au niveau de la République démocratique du Congo. Le parti Puna, quelle est la dernière activité que vous avez organisée dans notre pays, dans la capitale plutôt, et en dehors du pays, non? À part la capitale, dans les restes. Non, ces derniers temps, maman, ces derniers temps, nous avons été aussi au niveau de Kinshasa avec le conclave des FPAU. Il y a eu aussi la réunion extraordinaire de Puna qui a désigné Félix-Antoine Tshisekedi comme notre candidat président. Allais-je dire l'activité que vous avez organisée dans la capitale et en dehors de la capitale? Dans la capitale, je vous dis que nous avons eu le congrès, la réunion extraordinaire du Puna, où nous avons désigné le chef de l'État. Et là, nous sommes en train de préparer le chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi comme notre candidat commun. Et là, nous sommes en train de préparer la formation des témoins et l'outil et les stratégies de nos candidats au niveau de Puna pour qu'ils soient en communion avec leurs électeurs sur terrain. Voilà le message. Avant qu'ils soient déployés. Voilà, Monsieur Raphaël, parce que nous sommes presque à la fin de ces numéros de l'émission, le rendez-vous pour échanger sur. Je salue tous mes électeurs. Votre message. Je salue tous mes électeurs de l'Issala territoire
Nous attendons la publication de la liste définitive le 29 octobre pour nous, les candidats députés provinciaux. Et aussitôt que nous serons la liste définitive, nous serons sur le terrain. Mais nos équipes sont déjà là. Je vous salue. L'Union sacrée se porte aussi bien et vous pensez que Félix sera réélu? Ça fait partie de votre message particulier. Maman Adèle, autant de regroupements solides qui composent l'Union sacrée, autant la victoire finale du président Félix Antoine Tshisekedi pour son deuxième mandat est assignée. Voilà, merci beaucoup à vous, monsieur Raphaël Bolikango, secrétaire général du Parti de l'Unité nationale. C'est à moi de vous remercier avec tous les techniciens d'Antenne A pour m'accueillir toujours comme un frère de la maison. Voilà, c'est un peu ça. Nous sommes à la fin. Vous avez pris l'émission en cours, c'est pas un problème. La rediffusion, c'est le samedi à 11 h, heure de Kinshasa. Merci aux preneurs de vue.